Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise très particulière. Elle fabrique du son, du très bon son, et cela depuis 1938. Mais tout de suite, place à l'actu. Nextis, basé à Demigny en Saône-et-Loire, a mis au point une solution d'emballage souple et 100% recyclable. Et grâce à une nouvelle matière et un procédé technique unique et breveté. Et selon le journal Les Échos, l'entreprise annonce un emballage qui n'existe pas encore sur le marché. La PME vise une commercialisation de son produit d'ici à 2026. Dans le Doubs, Peugeot Saveur a inventé le premier moulin à sel glace. Il permet plusieurs moutures et plusieurs textures, du sel craquant au sel ultra fin avec un grain inférieur à 250 microns. C'est ce que l'on appelle le sel glace. Ce moulin à sel est une première mondiale. Ce mécanisme sera progressivement déployé sur toute la gamme des moulins à sel de Peugeot Saveur. Une pénurie de fromage de chèvre en France. Notre pays est le premier producteur mondial de ce fromage et enregistre une baisse de lait caprin de 3,2% à cause de la fermeture d'élevage de chèvres liée à une accélération des départs à la retraite des éleveurs. La filière s'appuie sur plus de 5000 exploitations contre 45 000 pour les vaches laitières. Ces difficultés devraient apparaître en 2026. Et pendant ce temps, le Roquefort fête cette année ses 100 ans. C'était le 26 juillet 1925 qu'a été adoptée la loi pour garantir l'appellation d'origine du fromage de Roquefort, une première mondiale pour un produit alimentaire. Aujourd'hui, 28% du Roquefort français est exporté et, inquiétude, les États-Unis sont le premier marché à l'export. Et nous allons retrouver notre invité tout de suite à Osgore, dans le Pays Basque, Timothée Cagnard. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, vous avez fondé la boîte Concept qui fabrique notamment des enceintes haut de gamme. Mais j'étais surpris en préparant ce rendez-vous puisque c'est votre grand-mère, en 1938, que lance cette fabrication d'enceintes sono. Nous sommes bien en 1938. C'est le début de la radio avec un son qui grésillait beaucoup à l'époque. Elle a osé. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Moi, je suis très fier de ma grand-mère. En fait, c'est un petit peu la figure familiale. Alors, elle est arrivée en France adolescente. Elle était d'origine arménienne. Elle a grandi à Istanbul. Et quand elle est arrivée en France, voilà, elle a été ouvrière en bobinage. Donc, c'est l'élément, c'est le cœur d'un haut-parleur, la bobine. Et elle a monté son petit atelier en 1938 où elle fabriquait des bobines. Et après-guerre, elle a commencé à fabriquer des petits transducteurs pour la radio. Et de fil en aiguille est arrivée la radio dans les voitures. Donc, elle a fabriqué beaucoup de haut-parleurs pour les voitures. Et après, elle s'est spécialisée dans la hi-fi, donc dans la haute fidélité. Et elle a fabriqué les haut-parleurs pour les plus grandes enceintes. Et ça lui a donné envie de fabriquer ses propres enceintes. Donc, à partir des années 60, SIA a fabriqué des belles enceintes en bois. Et c'est devenu une marque référence puisque dans les années 70, elle était leader. Et donc, c'était quelque chose d'assez incroyable. Femme, self-made woman, dans un domaine industriel qui était complètement contrôlé à l'époque par les hommes. Et c'est devenu un petit peu une figure qui a été aussi très médiatisée à l'époque, puisque c'était un symbole pour beaucoup. Oui, alors c'est assez formidable puisque cette marque, SIAR, à l'époque, vous l'avez faite perdurer. Et depuis, l'entreprise s'appelle la boîte Concept. Oui, en fait, on a voulu garder le savoir-faire, donc l'aspect, on va dire, de haute fidélité, donc savoir-faire dans la hi-fi trad, et on a voulu l'adapter aux nouveaux usages. Donc en 2008, quand on a créé la société en famille, elle était encore là, ma grand-mère, elle était associée dans l'affaire. Il y a eu une révolution du numérique, on s'en souvient tous, avec l'arrivée de l'iPod et de l'iPhone, après l'iPhone 1. Tout le monde a numérisé ses CD, c'est-à-dire on a pris nos CD, on les a mis dans l'ordinateur et on en a fait des fichiers numériques. Et donc, on est passé du CD à l'ordinateur en très très peu de temps. Entre 2007 et 2009, on est passé du CD à l'ordinateur et donc il y avait un problème identifié, c'était l'intégration de l'ordinateur et de la haute fidélité. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas comment intégrer l'ordinateur. Donc, on a fait vraiment une étude marché
On est allé chez les gens, on est allé chez les fabricants, on a vu comment ça se passait et ça se passait pas très bien. Parce que les gens posaient leur ordinateur, je sais pas si vous vous souvenez, sur un tabouret, on faisait passer le câble apparent et on se débrouillait comme on pouvait, ou alors on posait carrément l'ordi sur l'amplificateur, ça chauffait, et donc il y avait un vrai problème, et on a travaillé sur ce projet qui était d'allier ces deux mondes. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses enceintes, parfois très mauvaises, en plastique. Mais vous, vous avez fait le choix de proposer du son, du très bon son, avec des meubles en bois. Pourquoi ce pari? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a toujours des gens très sensibles au très bon son? C'est vraiment là qu'on a voulu travailler, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu un no man's land dans les années 90-2000, c'est-à-dire que la qualité est venue baisser. On a eu, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup d'enceintes en plastique qui venaient d'Asie. Et du coup, il y a toute une génération, on va dire, qui n'a pas été éduquée au bon son, ou peu éduquée au bon son, parce que voilà, la génération des gens qui ont 70-80 ans ont été éduqués à la hi-fi avec les deux grosses paires d'enceintes, le vinyle, puis le CD. Et entre la génération, on va dire, des 30-quarantenaires et celles qui ont 70-80 ans, il y a eu un petit no man's land, avec une baisse de la qualité. On a eu la chance de vivre cette révolution de l'ordinateur, et ça s'est accompagné aussi par une mode du casque. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Dr. Dre qui avait lancé Beats, donc c'est devenu une mode d'avoir un gros casque. Et du coup, ce casque, ça a fait connaître la hi-fi à des gens par ce phénomène de mode. Donc les gens se sont équipés de gros casques et ils ont découvert la première fois le son hi-fi, pas avec des enceintes comme nos parents, mais avec un casque. Et donc ça a été un engouement qui arrivait assez vite et qui a été renforcé par le retour du vinyle. Donc depuis 2015, donc bientôt maintenant 10 ans, on a un retour au vinyle. Et du coup, la jeune génération s'est équipée et a découvert la hi-fi aussi par ce canal. Donc, il y a clairement un retour qualitatif. Et nous, plutôt que de se battre sur le prix, on a voulu se battre sur l'usage, la simplicité d'utilisation et la qualité. Alors effectivement, vos produits, ce sont de vrais meubles design. Mais dites-moi, c'est quoi un vrai bon son? Alors justement, c'était un atelier qu'on a fait dans notre laboratoire la semaine dernière. Donc, on a fait venir des journalistes nationaux, locaux, et on a fait un petit atelier dans notre chambre anéchoïque où on a mesuré des enceintes. C'est-à-dire qu'une enceinte de haute fidélité, le principe du bon son, on va dire technique, c'est qu'elle reproduise toutes les fréquences au même niveau, ce qu'on appelle une courbe de réponse. Donc, une bonne enceinte, un bon son, c'est censé être un son qui reproduit aussi bien du 50 Hz que du 20 000 Hz. Ça, c'est dans la théorie. Donc, nous, on veut faire un son le plus parfait possible, et donc on travaille dans notre laboratoire sur nos haut-parleurs et nos enceintes pour que la courbe soit la plus belle possible. Par contre, ce qu'on a fait écouter aux journalistes, c'est des défauts qu'on assume ou pas dans cette courbe. Et on voit que finalement, le son le plus parfait techniquement, n'est pas forcément le plus agréable à écouter. Donc c'est là qu'on crée en fait une identité sonore. Et en France, on s'est démarqué depuis les années 70 par un son, on va dire, naturel. C'est ce qu'on appelle un petit peu le son français. C'est-à-dire que c'est un son qui n'exagère pas. Alors aujourd'hui, une nouvelle étape dans l'histoire de la boîte concept, c'est la création de la fabrique du son. C'est un lieu qui regroupe vos ateliers, votre laboratoire et des pièces spéciales pour le son. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. En fait, c'est un rêve depuis des années, c'était de pouvoir regrouper toute la chaîne de valeur au même endroit. Donc, on commence par un appartement. Il y a un appartement. On va faire venir des artistes, des designers, des créatifs pour brainstormer avec notre bureau d'études. Donc, on va créer le produit, on va le designer, on va le créer sur 3D, et après, on va le prototyper sur place. Donc, on a nos machines et on a notre chambre anéchoïque. Donc, on va développer nos prototypes sur place. Après, on va les fabriquer.
Dernière étape, on va les vendre aussi puisqu'on a un showroom. Et les clients qui viennent dans notre showroom peuvent visiter l'atelier puisqu'on a une façade du mur du showroom qui s'ouvre et on voit tout l'atelier en un regard. Merci Timothée Cagnard d'avoir été notre invité. Et puis des initiatives comme on les aime, nous sommes dans le centre Bretagne où Servade a développé une solution d'épicerie mobile pour les villages qui n'ont plus de commerce. Un reportage de Mathilde Kemener de TBO. Ça va. Merci. Un poulet. Je suis Virginie Beltrami. Là, on est donc au centre Bretagne. Je travaille en épicerie ambulante. Je vais faire à peu près 40 clients aujourd'hui. J'avais envie de changer de métier. Et finalement, j'adore ce que je fais et je changerai pour rien au monde. Un petit 4x4, c'est très intéressant pour moi, qui ne conduit pas. En plus, elles sont sympas, alors c'est ma problème. Et voilà, je te mets ça dans l'entrée comme d'habitude. Oui, merci. Je suis fière de l'avoir. En fait, ce que j'adore, c'est le rapport humain, déjà avec les clients, de pouvoir rendre service parce qu'on ne fait pas, on vend bien sûr de l'épicerie ambulante, mais aussi on rend des services, on remplit des papiers, on change des ampoules. Moi, j'adore ce que je fais. Non, je vais prendre un paquet de madeleine. J'ai tout, ouais, je pense que j'ai tout. Souvent, les clients sont étonnés. Ça passe des produits ménagers au petit déjeuner, au repas, au dessert, aux piles, je pense qu'on a tout. Pour moi, c'est essentiel pour les gens qui n'ont surtout pas de permis. Et puis après, on a aussi les gens qui conduisent, mais qui n'ont pas beaucoup de temps à eux, comme justement les agriculteurs. Claudie nous a laissé sa liste, parce que du coup, elle m'a expliqué qu'elle avait un village qui était compliqué, donc on va le faire pour elle, on va lui faire ses courses. C'est une entreprise déjà qui a 40 ans. On est la plus grosse entreprise sur le territoire Bretagne à faire ce métier-là. Nous, la particularité, c'est qu'on a plusieurs camions qui sillonnent les campagnes. Actuellement, on a 4 épiciers, dont 3 ambulants. Il y a beaucoup de villages qui nous sollicitent parce qu'elles ont les épiceries qui ferment. Donc voilà, on est vraiment sur cette croissance-là et sur cette dynamique-là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également présents en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et merci aux radios qui nous diffusent. Je vous retrouve la semaine prochaine.